wa barakatuhu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette émission Jeunesse Active que j'ai l'honneur de vous présenter, accompagnée de, à ma droite, j'ai Nana Joubi, qui est l'ancienne députée et en même temps membre de l'association, dans plusieurs associations islamiques du Niger. Bonjour madame. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Sakinatou Sabo. Elle est communicatrice dans l'ONG Mourabia, n'est-ce pas? Al-Mourabia, oui, c'est ça, exactement. Machallah. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur le thème le statut de la femme en islam. Alors, la femme, elle est la mère, elle est la sœur, elle est la fille, elle est l'épouse. Et c'est un être qui est très fragile, dont il faut protéger. Alors, je commence avec Madame Nana. Que pensez-vous du statut de la femme en islam au Niger? En islam au Niger? Oui, au Niger. Une fois de plus, merci beaucoup pour de bien vouloir nous offrir cette opportunité afin de débattre de ce sujet super intéressant qu'est la femme en islam. Masha'Allah, statut de la femme musulmane au Niger. J'aimerais bien faire d'abord la généralité des choses avant de spécifier pour le Niger. Masha'Allah, c'est comme vous aurez compris, en islam, la femme est une composante très importante de la société. Pour dire, on ne va pas rentrer tout de suite pour dire voilà qui est. Parce que quand on va venir pour expliquer ce que c'est la femme en islam, les gens ne comprendront pas la place de choix que l'islam a réservée à cette dernière sans pour autant faire un petit historique, c'est-à-dire de ce qu'elle était bien avant l'islam. Et bien avant l'islam, la femme, elle était différentes victimes avec différents profils à des différents endroits. Si par exemple je parle de l'arabe, des arabes, c'est-à-dire de la communauté arabe, avant l'islam, bien sûr, la femme était une sorte d'objet, c'est-à-dire on l'héritait avant l'islam. Si je dois aller en Europe, mais ça dépendra de quelle société. Elle était pratiquement sujet d'injustice, ou parfois elle est marginalisée, elle n'a pas droit à l'éducation, elle n'a pas droit au vote, elle n'a pas droit à même éduquer. C'est-à-dire même quand il y a des instructeurs, la femme n'avait pas le droit d'aller par exemple enseigner et tout ce qui s'ensuit. Si je dois parler de la société hindoue, la femme, elle n'avait pratiquement, son droit de vivre ne lui appartenait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment de la vie, sa vie s'arrêtait quand son mari décédait. Exemple. Et autre chose, il y a par exemple chez aussi certains Arabes, comme chez aussi certains par exemple de la localité, comment je vais appeler ça, la Syrie, quand on parle de la Syrie, etc. La femme, là-bas, c'est source d'impureté. C'est un signe de pauvreté chez les Chinois par exemple. Bref, pour dire, c'est dans ce contexte-là que l'islam est arrivé. C'est-à-dire, et quand l'islam est arrivé, il a donné, comment on appelle ça, il a effacé tout ce que vous pouvez vous imaginer d'injuste et a donné beaucoup de faveurs, pour ne pas dire une place de choix à la femme. Et on s'est réveillé avec l'avènement de l'islam, où la femme, effectivement, a des droits, où la femme est l'égalité de l'homme en matière de droits, où la femme islamique, oui, islamique, dans tous les cas, tous les droits islamiques vont finir par se déverser dans le droit naturel de l'être humain. Ce n'est que ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'islam a amené. Peut-être que je ne vais pas être long dans les débats, je vais développer, mais c'est une manière de dire que voilà en réalité ce qu'était la femme avant l'avènement de l'islam, et plus tard avec l'islam, voilà ce que la femme est devenue. Et aujourd'hui, la place de la femme dans l'islam, elle occupe 3 places. Elle est tantôt mère, comme vous l'avez dit, elle est tantôt fille, elle est tantôt épouse. Et ces 3 rôles qu'elle joue dans la société sont largement suffisants pour dire qu'aujourd'hui, la société musulmane repose en grande partie sur la femme. Quand je dis sur la femme, c'est-à-dire elle joue un rôle très important dans notre communauté, et notre communauté en tant que musulman a besoin de la femme dans pratiquement tout ce qu'il faut pour le développement, l'épanouissement, l'amour, la vie en général, etc., etc. Donc, maintenant, si je dois aller au Niger, c'est débat. C'est débat parce que
j'ai le devoir de dire très sincèrement ce que je pense de mon pays par rapport à cette question. Et il y a un moment où j'ai compris le rôle de la femme dans la communauté nigérienne dépend de l'interprétation et des langues dans lesquelles on prend ce sujet. Quand je dis de l'interprétation, aujourd'hui, on a, machallah, beaucoup de savants islamiques, je veux dire les oulémas, les cheikhs, etc., etc. Tous ont une vision ou une définition de la femme. Mais ce qu'il faut tout simplement retenir, aujourd'hui, au Niger, de toute façon, nous sommes 99% musulmans, j'ai compris que la femme, elle est protégée. D'accord? La femme, elle est mise en avant. Je veux dire, c'est une perle là, rare. Maintenant, très sincèrement, je suis convaincue qu'elle est prise comme ça. Peut-être les détails sur lesquels on va venir, c'est la manière de traiter cette perle-là. Peut-être qui ne suit pas. Mais une chose est sûre, le Niger comprend et accepte que la femme est précieuse. La femme doit faire partie de la vie de société, c'est-à-dire d'animer la société de tous les jours. Et aussi, au Niger, la femme est choyée. C'est entre griffes ça, je vais venir pour dire, elle n'a peut-être pas tout à fait les rôles que la sunna. Quand je dis tout à fait, il y a des petits manquements, ça ne manque pas, on est des êtres humains, on va en parler plus tard. Il y a des petits manquements que la sunna, par exemple, aurait bien voulu, mais une chose est sûre, je sais qu'au Niger, on reste musulman et ça se voit que la femme au Niger, elle a une spécificité, elle est favorisée par rapport à d'autres, comment on appelle ça, d'autres sociétés. Je dirais pas favorisée, je dirais pas favorisée, mais elle a son profil. Vous savez, une femme nigérienne, elle a un profil typique que même quand parfois vous la connaissez pas, soit à travers un acte qu'elle aura posé, à travers une parole qu'elle aura prononcée, vous allez voir qu'elle a une mentalité de femme nigérienne. Ou par exemple, par rapport même à l'accoutrement, à l'habillement, vous allez comprendre, elle là, on dirait qu'elle est nigérienne, elle est différente de d'autres machins. Allah nous a fait ce don, même quand il y a des positifs et du négatif dedans, mais une chose est sûre, moi j'ai compris qu'à travers le temps que nous avons une particularité et il y a plus de positifs que de négatifs dedans, machallah. Alors, sœur Sakina, quelles sont les faveurs de la femme en islam selon vous? Je vais un petit peu pour mettre l'accent sur l'intervention de la sœur Nana. Effectivement, pendant la période pré-islamique, nous avons lu et connu, certaines entendu, lu des histoires qui font état du fait que les filles, quand on annonçait la naissance d'une fille, c'était une source de mécontentement pour les parents et on enterrait les filles vivantes. Et pour revenir encore à l'histoire de l'Inde, quand le mari, c'est dans ils appellent ça une religion de Manu ou Manu, la prononciation n'est pas garantie. Quand l'époux venait à mourir, la vie de la femme s'arrêtait également. On l'incinérait en même temps que son mari sur le même bûcher. Et elle était là, oui, c'était ça. Enfin, on a beaucoup de cas qui dévalorisent ou qui mettent la femme en arrière-plan ou carrément minimisent la femme dans la période, dans les civilisations anciennes, les religions anciennes et la période pré-islamique. Et le Coran est venu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala revaloriser la femme, lui donner sa place. Et nous avons dans la sourate Al-Nahl, dans le cas des Arabes qui enterraient leurs filles, le verset 58 et 59 disait, Allah a parlé de ce cas-là dans le Coran. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Il se demande s'il doit la garder malgré la honte ou l'enfuir dans la terre. Et Allah dit combien est mauvais leur jugement. Pour dire que les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyées par le biais de l'islam à la femme sont immenses. Elles sont immenses.
elles sont venues donner l'identité même de la femme en tant que personne humaine, en tant que personne morale, et avec toutes les valeurs qui vont avec. Donc aujourd'hui, c'est grâce à l'islam qu'on sait qu'il y a cette égalité entre hommes et femmes en matière de responsabilité et de droit. Oui. Et que chacun d'eux est tenu individuellement de ses à respecter, et il répondra individuellement de ses actes. Nul ne portera le fardeau de l'autre. Donc il y a tout ça, et nous avons énormément d'exemples sur des femmes, masha'Allah, qui ont marqué l'islam. Si nous commençons par notre mère, radiallahu anha, Khadija, qui a été la toute première femme et la première personne, disons, dans l'humanité, à embrasser l'islam, à croire au message et à apporter le premier soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, sûrement, c'est pas fortuit. Donc, il faut que les femmes reconnaissent cette valeur qu'elles ont en elles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu placer en elles, et qu'elles œuvrent dans ce sens. C'est là où on parle de l'évolution du statut de la femme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on quitte l'ancien temps où nous avons essayé de donner quelques exemples sur le traitement réservé aux femmes, nous savons que l'islam est venu apporter une lumière à la femme. Une lumière à la femme. Donc, nous avons des cas. Et la première femme qui a été victime, dont le sang a été versé pour la cause de l'islam, c'est Soumaïa. Ça, c'est une femme aussi. C'est une femme. Pour dire la grandeur de la femme dans la religion, dans l'islam, et la place de choix que l'islam est venu octroyer et donner à la femme. Donc ça compte parmi les faveurs de la femme à l'islam. Effectivement, le droit qui lui était empêché d'être éduquée, d'être à la quête du savoir, l'islam est venu rectifier ça, corriger ça. Et elle a ce rôle, on la traite, oui, et elle est faible et tout, et l'islam a amené une certaine sécurité à la femme. Par le biais du mariage, on voit le rôle que joue la femme et l'époux qui est censé aller se démener dehors, trouver de quoi manger et trouver de quoi la sécuriser et venir prendre soin de cette famille-là. Et en elle, ce monsieur, ou l'homme qui va dehors, qui rencontre des difficultés, qui passe ses journées peut-être pas dans les meilleures conditions, retrouve à la maison cette épouse aimante, un soutien, un refuge. Un refuge, et c'est ce que le Coran nous dit pour la place de la femme à l'islam. Nous sommes un refuge, un havre de paix pour les hommes, et c'est ainsi que je vois un peu. Je vais passer peut-être la parole, je vais pas trop m'étaler dessus. Il y a tellement de choses à dire. Alors là, on va continuer avec les limites et les restrictions imposées à la femme de la communauté, les limites et les restrictions imposées à la femme de la communauté musulmane. On va recadrer, je ne sais pas si vous permettez, vous êtes la journaliste. Moi, je fais très attention aux termes qu'on utilise, parce que moi, je pense que ce débat, c'est un débat très sensible, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le reconnaître, nous n'avons pas eu l'idéal des politiques publiques pour la femme dans notre pays. Pour dire qu'il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de mauvaises interprétations, il y a beaucoup de mauvais exemples, il y a beaucoup de confusion, que j'aimerais bien qu'on détaille les choses comme il faudrait. Elle a autant de droits que de responsabilités, donc elle doit aussi avoir une limite à elle. Justement, oui. Je vais en arriver pour dire qu'aujourd'hui, la femme, quand on dit elle a des limites,
il faut d'abord se dire ou la sutiller dans un endroit bien précis. C'est-à-dire, si on la sutille, donc on sait quel rôle elle joue, où elle est, qu'est-ce qu'il faut pas. Et alors, je vais vous dire, aujourd'hui, je pense que vous l'avez bien annoncé, Madame la journaliste, vous voulez un cas très spécifique du Niger. Vous ne voulez pas un cas global où il faut donner des exemples, etc., etc. Parce que la plupart des problèmes qu'il y a, quand aujourd'hui nous parlons de la femme, de ces héroïnes, les gens vont te dire, ah ça là, c'est la période là, maintenant ce n'est plus possible. Ou ça là, ces genres de personnes n'existent plus. On a dépassé ce stade-là. On a dépassé, merci, ce stade-là, maintenant c'est l'évolution. Pendant que non, pour penser ça, il faut d'abord se demander qui on est. Parce que si nous, aujourd'hui, comme elle a dit, nous avons une identité, alors ça veut dire qu'on a une référence. Et aujourd'hui, notre identité s'appelle l'islam. Et ça veut dire que notre référence se trouve dans le Coran et la Sunna. Maintenant, il est très clair, il n'y a pas de débat. La femme a des responsabilités. Je vous ai dit, quand elle a des responsabilités, ça veut dire qu'à un moment, ces responsabilités vont s'arrêter. Et vu qu'elle vit dans une communauté, ça veut dire que c'est une partition elle amène. Quelqu'un d'autre en dehors d'elle a une autre responsabilité qui n'est pas la sienne. Alors, maintenant, si on dit où s'arrête cette limite-là, où s'arrête cette participation de la femme, moi je ne vois pas de limite, hein, bizarrement. Elle n'a pas de limite, la femme. Et je vais m'expliquer. Dans un sens où on a dit que la femme en islam est une mère, à quel moment les responsabilités de la mère s'arrêtent face à son enfant? Pendant que son enfant va être bébé, puis il va être un enfant, puis il va être un adolescent, puis il va être un adulte, et après ça va être même un adulte avec des responsabilités, qui sais-je, présidentielle. Et il restera toujours un enfant. Et vous pensez qu'à ce moment-là, la femme qui est sa mère va arrêter de le conseiller ou elle va arrêter d'être responsable? Alors qu'on ne me parle pas de limite des responsabilités de la femme dans notre société. Quand elle est une femme pour son mari, vous savez, c'est là où il y a beaucoup de confusion malheureusement dans notre société. Et du fait que, comme je l'ai dit, il y a soit une non-information, c'est-à-dire l'ignorance de la chose en question, soit une mauvaise interprétation. Mais toujours est-il dit, moi je l'ai toujours dit quand je vais dans des débats comme ça, je dis je défie quiconque qui pourrait me trouver un environnement meilleur pour la femme que l'islam. Quel que soit ce que vous avez étudié comme loi en matière de droits humains, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que dans un foyer, là où évolue justement la femme, quand elle joue un rôle d'épouse, on ne peut pas me dire qu'elle a des limites. Vous savez pourquoi elle n'a pas de limites? Non. Ça dépendra d'abord sur quelle base a été fait ce mariage. Aujourd'hui, moi je ne parle pas de mariage, parce qu'au Niger, il y a deux types de mariage. Il y a le mariage islamique et le mariage traditionnel. Oui. Que les gens sont en train de confondre. Alors je parle du mariage islamique dans notre communauté. Dans le mariage islamique au Niger, la femme n'a pas de limite. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'a pas que le rôle d'épouse une fois dans la maison. Elle est encore l'amie de cet homme-là. Alors si elle est son amie, un ami a aussi un rôle à jouer. Elle peut être la fille au moment où elle baisse la tête. Quand je dis la fille, elle doit se comporter parce que lui, il est responsable de Elle doit se soumettre. Soumettre aussi, je n'aime pas ce mot, parce que les gens, quand on dit soumission, alors c'est ça l'interprétation, par exemple, quand le Coran parle de soumission, et maintenant ceux qui veulent faire du mal à l'islam, qui est différent de l'esclavagisme. Exactement, ils esclavagisent la femme pendant que ça n'a rien à voir. Donc du coup, quand elle doit obéir, par exemple, à ce mari-là, ou quand elle doit se soumettre, entre griffes, je répète, à ce monsieur-là, elle joue le rôle de sa fille ou de sa petite soeur. D'accord? Elle est aussi la femme. Quand je dis la femme, c'est cet être qui est beau, qui est attirant, Donc, du coup, je me demande à quel moment elle a des limites. Pour vous dire ceci, tout simplement, aujourd'hui, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il l'a dit dans Surat Al-Rum. C'est-à-dire, c'est un miracle, la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est un miracle dans la vie. Et il suffit juste d'être intelligent, parce qu'Allah a fini par dire ça, et c'est pour les gens doués d'intelligence. Mais la différence, je vous dis bien, la femme, effectivement, peut avoir des limites à partir du moment où ce n'est pas son rôle, elle ne doit pas le jouer. La femme peut avoir des limites à partir du moment où elle n'a pas la capacité. Et ce n'est pas à elle de le faire. Et quand je dis elle n'a pas la capacité, tout à l'heure, elle a bien parlé. L'islam, entre homme et femme, quand on veut faire la différence de ces deux états,
C'est-à-dire, ils sont complémentaires. Et quand ils sont complémentaires, ils sont différents. Une femme, quand tu peux faire le travail d'un homme, tu n'es plus une femme authentique. Un homme, quand tu peux faire ce qu'une femme, ou tu dois faire ce qu'une femme fait, tu n'es plus un homme complet. Est-ce que vous comprenez? Les responsabilités ont été partagées par et notre religion, voilà, et notre religion l'a tellement bien partagé que ya Rabbi, il suffit juste d'appliquer, vous allez voir combien, je veux dire, c'est vraiment magique tout simplement. Donc une manière de vous dire, qu'on ne se voile pas la face, la femme ne peut pas faire quelque chose que nous-mêmes on sait son être, sa nature de femme ne lui permet pas, c'est pas son travail, d'accord? Donc peut-être les limites se situent à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, quand tu es une femme, tu es censée du début jusqu'à la fin participer. On l'a vu avant nous, c'est-à-dire quand il faut parler de l'histoire de l'islam, on a vu combien les femmes ont joué, mais alors des rôles cruciaux, des rôles importants et qui ont déterminé des grandes époques, des grandes tournures de l'histoire même de l'islam. Pour dire que, franchement, je ne vois pas. Je vois pas qu'à un moment ou à un autre, la femme doit s'arrêter, machallah, de remplir ses responsabilités. Aujourd'hui, on remarque l'évolution, bon, je ne peux pas dire l'évolution, mais une dégradation de mœurs en tant que telle dans la communauté ici au Niger. Le féminisme. Wow. Qu'en pensez-vous au Niger? Surtout, on parle de l'islam. Le poison du les tares, les vices, les défauts, la dépravation des mœurs en général. J'espère que les sœurs nous écoutent aujourd'hui. Et je vais vous dire, avant de venir sur votre plateau, je pense que si je peux appeler son nom, il y a un frère qui a une télévision sur le web, où quand je lis des choses, je lui dis, vous savez, c'est pas pour aller en confrontation, mais c'est pour s'organiser, se rencontrer, échanger et mieux se comprendre. Je lui ai 1000 fois demandé de créer des émissions web sur le féminisme. Et j'aimerais bien à chaque fois être invité pour venir parler du féminisme. S'il m'entend, il vous dira ce qu'il m'a dit. Ne vous fatiguez pas, il n'y aura personne face à vous. Parce qu'elles savent que c'est du mensonge. Ah, d'accord. Voilà, il m'a dit ça. Parce que pour moi, je me suis dit, cache, dire qu'aujourd'hui, il y a des sœurs nigériennes musulmanes qui prennent ce qu'elles prennent ou qui pensent ce qu'elles pensent, parce que c'est très grave. Et il m'a dit non, ne t'inquiète pas. Et avoir peur de sortir pour le dire officiellement. Elles peuvent rester sur les réseaux sociaux, faire ce qu'elles font, mais en face à face, il y en a très peu qui ont le courage de te dire qu'elles sont féministes parce qu'elles savent que c'est du n'importe quoi. Et quand je dis que c'est du n'importe quoi, je vais vous dire là où sort le féminisme. Le féminisme, c'est une doctrine. Et une doctrine qui est arrivée, qui a été écrite même vers le 19e siècle seulement. C'est-à-dire, c'est un écrivain qui a écrit sur le féminisme et c'est en ce temps-là, les gens ont osé s'approprier le mot et essayer de le divulguer et lui faire différentes formes. Je parle du 19e siècle. Mais bien sûr, bien avant, vers 1700, c'est-à-dire vers le 17e, 18e siècle, et en fonction des communautés, il y en a qui ont osé parler du droit de la femme. Et aujourd'hui, moi, en tant que musulmane, si on doit me parler du féminisme, on doit me donner une référence à partir de l'an 600. Parce que la première révélation de ma religion a été de l'an 600. Et elle a été, selon certains écrits, de 20 à 25 ans de révélation. Alors c'est en ce temps-là, tout ce qui est venu de mon droit, de mon identité, de mon rôle, c'est en ce temps-là que ça a été révélé au monde. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, vous pensez que nous, aujourd'hui, au Niger, on peut avoir de l'importance à accorder à quelqu'un qui est en retard en matière de politique de la femme ou en matière de droit de la femme? Parce que nous, on est venus en 600 et quelques. On a su ce que vous êtes en train de vouloir nous expliquer encore dépravé. On l'a su pendant des centaines d'années avant vous. Et aujourd'hui, parce que une sœur ou une femme nigérienne n'est pas avertie ou est ignorante de ses droits, quelqu'un vient lui prôner le féminisme et elle accepte et vouloir même le propager ou militer là-dessus, s'il vous plaît. Pour vous dire, quand on parle de la doctrine du féminisme, si quelqu'un le croit, si toi, en tant que femme, tu le crois, ça veut dire que tu es dans deux cas. Soit la religion que tu pratiques là
ne te respecte pas véritablement, et ce n'est pas le cas de l'islam, d'accord? Soit tu es musulmane, on est d'accord, mais on te dit tu es vraiment ignorante, tout simplement, de ta religion. D'accord? Donc, pourquoi ne pas aller chercher avant d'accepter? D'accord? Maintenant, moi, par rapport au féminisme que nous, on voit qui se passe au Niger, je l'ai toujours dénoncé, ça a été le véritable coup dur que vive la communauté femme musulmane du Niger. Parce qu'en réalité, on est en train de lui mentir de A à Z. Tout ce qu'on est en train de promouvoir dans le féminisme, c'est faux, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du bien-être. Et aujourd'hui, si on va parler du féminisme sain, pas ce qu'elles sont en train de dire du féminisme, parce qu'il y a beaucoup de catégories, il y a les patriarcales, il y a les... Moi, je ne les comprends même pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune autre croyance ne peut être plus féministe, sain, que l'islam. Que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais là encore, c'est notre débat. Donc, je dirais tout simplement que c'est vraiment un cas à revoir, c'est vraiment une doctrine à revoir, c'est vraiment des pratiques que les sœurs sont en train de faire. Je me dis tout simplement de l'ignorance de la chose. Alors, sœur Sakina, qu'en pensez-vous d'état, selon vous, au Niger, du féminisme? Concernant le féminisme, si on le prend, en fait, c'est une doctrine qui vient s'insérer, si tu veux, dans la gestion du noyau familial de la vie des croyants. Et comme l'a souligné notre sœur Nena, on ne peut pas trouver meilleur cadre pour gérer la société et la mener à son plein épanouissement en dehors de l'islam. Il n'y a pas de cadre qu'on peut créer en dehors de l'islam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé ces êtres-là, qui nous a honorés, qui nous a anoblis, une créature d'Allah va venir corriger les lois d'Allah pour dire que je trouve que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Qui le dit ou qui le fait, effectivement. Et ces mouvements féministes-là, en fait, l'État qui a lancé que ces mouvements viennent avec l'idée de casser quelque chose que l'islam a préétabli, de vouloir corriger certaines choses. Et je me demande bien quoi. Et en se donnant cette autorité-là ou ce droit-là, ils vont, enfin, je dirais pas peut-être qu'ils vont se casser la figure, mais ils amènent la société, parce qu'il y a quand même des gens qui adhèrent à leur cause et qui suivent. Et tout ça, ça va dans la méconnaissance, dans l'ignorance, comme elle l'a signifié, de ce que c'est que réellement la règle islamique, les lois qui régissent l'islam. Alors, que faut-il faire? Comment arranger? Qu'est-ce qu'il faut dire? Effectivement, allez-y. Elle a bien dit, elle se demande comment une parole d'un être humain peut venir pour arranger ou contredire, ou modifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a décidé d'en faire de la femme. Ce que je voulais apporter pour expliquer à ceux qui nous écoutent à combien la doctrine du féminisme est très 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 dangereuse, c'est que ce n'est pas qu'en islam que le féminisme veut changer quelque chose. C'est même dans tout autour la nature humaine. C'est-à-dire, le féminisme veut bouleverser la vie. Oui, bouleverser la nature même. Tu vois, le rôle naturel des êtres humains. C'est en réalité ça le féminisme. Où toi, la nature ne te l'impose pas. Toi, façon ton créateur, parce que qu'on le veuille ou non, c'est Allah qui nous a créés. D'accord? Lui qui t'a créé, il t'a déjà informé de tes limites en tant que femme. Et c'est ça qu'ils utilisent. Oui. Le genre, ça existe en islam, le genre féminin et le genre masculin. Mais eux maintenant, ils sont venus toujours, c'est toujours dans l'évolution. Parce que ça a commencé avec le féminisme. Puis plus tard, la femme, elle a tellement atteint un niveau de comment je vais dire, de paranoïa, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, je ne suis plus une femme. C'est comme ça a commencé. Je ne suis plus une femme.
je deviens ce qu'ils appellent transgenre. Parce qu'elle a décidé, elle c'est est du genre masculin. Oui. Bon, c'est ça. Ça commence comme ça, le féminisme. Ça a commencé avec le féminisme. C'est l'idée, elle devient, oui, elle était devenue, elle devient transgenre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle a peut-être le physique, maintenant même avec la chirurgie esthétique, ils arrivent à transformer ça. Elle a peut-être elle a le physique de la femme, mais elle va vouloir parler comme un homme avec les hormones. Elle va vouloir se comporter comme un homme. Elle va vouloir ressembler avec la barbe, la pomme d'Adam et tout. Maintenant, il y a des hormones qui... Et le féminisme va vers ça finalement. D'accord? Et qu'est-ce que je vous dis? Toujours le féminisme, c'est ça qui te donne droit à être une lesbienne. Parce que tu es féministe, tu as réfléchi, tu as vu que bon... Toi, tu t'autosuffis sur certaines choses. Une autre et vision tu as le droit sur d'autres. certaines choses de la vie, puisque ta vie t'appartient, puisque toi, tu as décidé de... Ben d'accord, ça veut dire que toi, en tant que féministe, aujourd'hui, tu ne veux plus affaire à un homme. Je vais vous dire, dans notre société, j'espère qu'elles vont nous attaquer sur les réseaux sociaux. Quand tu vois une femme féministe, je vous jure par Allah, c'est généralement des femmes traumatisées par des actions sociales en fonction des contextes. Vous comprenez, je n'ai rien contre les sœurs. Mais ce que je suis en train aujourd'hui d'expliquer, c'est très simple. Quand un message est empoisonné, il faut faire attention. Et quand aujourd'hui, pourquoi on pense qu'il faut parler du féminisme au Niger, qu'il faut le radier complètement, c'est parce qu'il est porteur d'un message destructif pour notre communauté. Mais elles pensent qu'elles sont sur la bonne voie. Justement, c'est parce que si elles acceptaient le dialogue, et j'espère que la prochaine émission, une féministe va vous contacter pour vous dire, je vais revoir la sœur, espérons bien, machallah, parce que je sais que je vais apprendre des choses. Parce que je ne dis pas que je ne fais pas les figures de savante, mais une manière de dire qu'il y a tellement de choses qui sautent aux yeux, qui crevent les yeux, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas normal, mais pour des raisons, je ne sais quoi, les gens ferment les yeux là-dessus. Donc, une manière de vous dire, c'est une étape. C'est vraiment une doctrine qui vous amène à la destruction totale de la nature humaine, tel que Allah l'a bien, comment on appelle ça, créé. Alors, Sœur Sekina, est-ce que le féminisme a son lieu d'être dans notre communauté ici au Niger? Cette question, je pense que nous l'avons déjà soulignée. En fait, selon vous, quelle pensée vous avez? Oui, c'est ce que moi je dis et je le répète, je l'ai dit déjà et je le répète. Dans nos lois islamiques, c'est la perfection qu'on trouve pour la vie de la société, pour la gestion de la vie de société. Donc je ne vois aucunement une faille que quelqu'un doit venir corriger parce que... En fait, le problème qui se pose, c'est que nous méconnaissons notre religion. Et si ce féminisme trouve un appui ou une place dans nos sociétés, c'est par ignorance de notre religion. Le plus gros travail qui est à faire, c'est la recherche de savoir. Exactement. Elle est le palliatif, elle est vraiment la solution à tous nos problèmes. Qu'est-ce que l'islam veut de nous? Et qu'est-ce que nous attendons, enfin, qu'est-ce que la société... Tout est bien structuré. Tout, absolument tout. De la naissance de l'homme, de son éducation, de sa vie adulte, mariage, enfants, famille, tout, commerce, travail, absolument tous les domaines. Aujourd'hui, beaucoup de savants se sont inspirés, qui sont des non-musulmans, se sont inspirés de nos sciences religieuses, de cet islam-là, pour sortir quelque chose de magnifique. Et ils rejoignent. À force de chercher, ils finissent par comprendre que nulle vérité en dehors de cette religion-là, de l'islam. Donc, moi, je ne vois pas ce que les féministes, je ne vois pas ce qui doit apporter de bon. Je ne suis pas du tout comme je n'en vois pas. Donc, voilà. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Excuse-moi de t'avoir arraché la parole comme ça. Tu as dit quelque chose de très intéressant pour dire qu'elle ne voit pas de faille. Bien sûr qu'au Niger, il y a une faille que les gens ont utilisée pour nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est le piège de la laïcité. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, au Niger, on a expliqué à certains, j'allais dire, je ne sais pas si je dois utiliser le terme intellectuel, pour leur dire qu'aujourd'hui, nous, notre pays, il est laïque, l'État, il est laïque. À partir du moment où il est laïque, ça veut dire qu'il est
il s'abstrait, il n'a aucun problème avec tout ce que vous pouvez... Les autres religions. Il n'a pas de religion, en réalité, c'est ça la laïcité. Bon. Et quand il n'a pas de religion, et non plus, il ne s'oppose à aucune croyance. Maintenant, vous pouvez croire à tout ce que vous voulez. Et c'est cette faille-là que ceux-là qui veulent dépraver l'islam ont utilisé pour rentrer dans nos mœurs. Aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des programmes et des projets, ces femmes-là qui prennent le féminisme, est-ce que vous savez que ce n'est pas de l'argent qu'elles sont parties gagner à la sueur de leur front pour dire « Ah, aujourd'hui j'ai compris, les femmes souffrent, je vais faire un combat ». Mais non, c'est un conte occidental dépravé qui n'a rien compris de la vie, qui est responsable d'un programme qui peut lui donner de l'argent, d'accord? Et qui vient, qui dit « Bon, écoute, on attaque généralement les esprits faibles ». Oui, bien d'accord? sûr. Ils attaquent les esprits faibles parmi nous. Et après, on vient, on te dit, ben, écoute ma soeur, écoute chère dame, voilà, on a un budget pour ceci, pour cela. On veut que vous nous aidez à divulguer ce programme ou ce projet. Et c'est comme ça, généralement, ça se passe. J'ai un exemple sur la natalité et la mortalité. La naissance. La naissance, le droit même, pour aller fêter limiter les naissances. Aller fêter avec des titres bizarres de thématiques annuelles par rapport au fait, imaginez, au fait des femmes qu'on fait dans ce pays. Oui. Qu'est-ce qu'il s'ajuste du 8 mars et du 13 mai. Nous, on n'en a pas besoin au Niger. Les gens vont dire non, elle est extrême. Je dis bien qu'on n'en a pas besoin avec les thématiques que vous êtes en train de développer. Oui, il faut peut-être avoir un cadre où nous, en tant que femmes, nous nous concertons, où nous nous concentrons dans une journée entière pour parler d'un problème très spécifique qui concerne notre société. Je suis d'accord avec ça. Oui, il faut avoir un cadre de réflexion où les femmes doivent s'entendre, communiquer, partager pour sortir cette société de ce qu'elle est devenue ou pour participer au développement de notre pays. Mais non au thème que les gens sont en train de nous imposer. Parce que je dois vous dire, même pour le 13 mai, le Niger n'a jamais décidé véritablement du thème qui va être choisi. Il propose, et quelque part, il y a toujours une conseillère ou un conseiller en communication qui modifie les choses, oui, qui modifie les choses pour que ça soit au gré de leur vision, au gré de leur programme pour les femmes du Niger. Et encore, pourquoi il y a une faille? Je l'ai toujours dit. En tout cas, quand il y a 7 mois, 6 mois de cela, à ma connaissance, et encore suivez mon regard quand je dis 7 mois, 6 mois de cela, à ma connaissance, la politique publique pour la femme au Niger, elle est vide. Quand je dis qu'elle est vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a 6 mois, 7 mois de cela, l'État ne se décarcassait pas pour la femme. Quand je dis l'État nigérien ne se décarcassait pas pour la femme, vous allez voir les prévisions budgétaires de l'État nigérien où quand on doit dépenser 10 000 francs pour l'année, pour entretenir, pour éduquer, pour protéger, pour soigner les femmes, l'État, sur les 10 000 là, ne prévoit que 1 000 francs de dépenses. Et maintenant, quand on demande à l'État où est-ce que vous allez trouver le reste là, ils vont dire, ah, il y a les partenaires au développement, tel a promis telle somme, tel a promis telle somme, tel a promis telle somme. Mais encore, des sommes empoisonnées. Parce que ces sommes-là, elles viennent dans des enveloppes collées à des projets. Oui. Qui ne cadre pas du tout avec la réalité de notre communauté, qui ne cadre pas du tout avec notre croyance. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de failles? Alors aujourd'hui, pendant qu'il est moment qu'il est temps de comprendre et de changer les choses, il faut que les gens se disent quelque chose. Nous ne sommes pas du tout extrémistes à comprendre les choses. Tout le monde veut la belle vie. Et dans ce cas, comment modifier, comment changer les choses? Tout le monde veut la belle vie. Tout le monde veut profiter de la vie. Mais quand on s'appelle musulman, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on respecte ce qu'il faut et ce qu'a dit le prophète et le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'on s'appelle quelque chose mais pas musulman. C'est-à-dire il n'y a pas de copier-coller ou d'arrangement. C'est vous qui dites soirée, voilà. C'est ça, soirée en germain? Bon, moi je sais pas. Donc du coup, il n'y a pas de soirée dans la chose. Fundubaï, oui, effectivement. Il n'y a pas de Fundubaï. Et alors aujourd'hui, si on continue à se confronter à cet esprit hypocrite-là, ça ne peut pas aller. Je ne dis pas non plus qu'il faut islamiser l'État. Parce que il faut aussi faire ce débat-là. Mais une chose est sûre, il y a la juste mesure et le juste milieu que nous pouvons décider, nous, en tant que Nigériens, pour pouvoir remédier à tous ces problèmes-là. Sœur Sekina, comment pensez-vous, comment doit-on faire pour changer les choses? Pour arranger au moins?
En fait, déjà pour essayer de soigner un mal, il faut faire un diagnostic. Il faut savoir comment ce mal-là est arrivé et comment prendre des mesures adéquates pour y remédier, pour pallier ce mal. Donc, si je parle des tares déjà causées ou bien des maux déjà causés par le féminisme dans notre pays, je reviens toujours au fait que c'est parce que nous méconnaissons. Ça, je reviens, c'est nous méconnaissons de l'ignorance de l'islam. Parce que qu'est-ce que le féminisme a comme, comment je vais dire, prend comme ennemi, si on peut l'appeler comme ça, c'est le féminisme plutôt voit l'islam en tant que une religion, comme elle l'a dit, Nana, dépassée, où les femmes, on regarde la femme voilée comme une femme non émancipée, non évoluée, et tout ce que ça comporte, comme on colle un cliché négatif à la femme voilée. Et alors que le voile, c'est quand même une injonction dans le Coran. Donc, et cette injonction-là est venue pour protéger la femme, pour la valoriser, pour la protéger des tentations, d'énormément de choses. Il n'y a pas que la coquille, ce n'est pas la coquille qui fait la femme. Il y a ce qu'elle a dans sa tête, il y a ce qu'elle fait comme action, il y a énormément. Pourquoi cette copie de première vue d'une femme? Et aujourd'hui, nous voyons comment les féministes ou le féminisme, il réduit la femme à un objet. On prend une femme dénudée comme norme de valeur. Aujourd'hui, quand une société veut faire une publicité par rapport à son produit, on prend cette femme-là dénudée ou bien on l'affiche, c'est un objet utilisé. Et ça, l'islam le refuse. L'islam ne prend pas la femme comme un accessoire que l'homme utiliserait selon ses plaisirs ou à ses convenances. C'est structuré, il y a des règles pour. Donc, je me dis que on a, nous les mères, ces rôles-là d'éducatrices en premier lieu. Et c'est au niveau du noyau familial que tout commence. Il faut d'abord que nous soyons bien édifiés, éduqués sur nos valeurs et pouvoir les transmettre à la génération qui vient. Alors, notre temps est écoulé. On va essayer de donner quelques conseils à nos sœurs pour un changement de comportement pour que notre société puisse y remédier à ces fléaux. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai un message à passer pendant. Moi, je trouvais la télévision injuste de n'avoir pas, et j'espère que ça va être fait prochainement, de n'avoir pas donné l'occasion à des féministes de s'exprimer. Parce que j'aurais bien voulu que ça soit le cas. Comme je le dis, si au moins il y a quelques-unes qui ont le courage de s'afficher ou de venir en public nous expliquer les raisons pour lesquelles il faut prôner le féminisme dans le milieu des femmes nigériennes, alors ce sera important. Une manière de dire, moi, le conseil que je donne aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'heure où va le Niger, c'est-à-dire comment on appelle ça, ce changement que nous voulons, ce renouveau que nous voulons pour notre pays, il faut faire très attention. C'est comme elle a dit. Quand il y a un mal, il faut le dénicher et l'éradiquer définitivement. Parce que si on fera des copier-coller, quoi qu'on dise, il va repousser et qui sait prochainement ce qu'il va envahir. Pour dire, de la même manière qu'on est en train d'assainir certains secteurs, de la même manière qu'on est en train d'assainir certains faits sociaux aujourd'hui dans notre pays, de cette même manière, il faut être très regardant sur cette question de féminisme dans notre pays. Parce que la plupart du temps, c'est à travers ces idéologies-là, c'est à travers cette doctrine-là que les gens passent pour dépraver aujourd'hui les mœurs dans notre pays. Une manière de dire que c'est très, 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 très important. Et vu le niveau que le féminisme a atteint au Niger, ça ne se voit pas. Parce que le féminisme, c'est le comportement. Les gens ne vont pas venir avec des pancartes créer féminisme, féminisme. Mais elles posent des actes.
elles font des choses, elles ont des mots, mais subhanallah, qui n'ont rien à voir avec leurs croyances, que dont elles-mêmes ignorent. Donc, je me dis qu'il faut faire très attention sur ce sujet-là. Et pour finir, je lance véritablement un appel à ces sœurs-là qui pensent que nous les voilés, parce que c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Quand elles vont vous parler de ça, elles vont vous dire nous les voilés. Je lance un appel à ces sœurs-là qui voient que nous, en tant que sœurs voilées, n'ont pas compris en matière de droit ou en matière de... Je les laisse un appel de venir vers nous. À chaque fois qu'il y a communication, à chaque fois qu'on s'entend ou qu'on se rencontre, sûrement il y aura beaucoup de changements et il y aura beaucoup de changements, masha'Allah. Alors pour vous, Serge Saktina? Bon, mon mot de la fin, le conseil que je dois faire, c'est si on revient comment je vais dire, au thème sur la femme musulmane, le statut. Et je dirais que enfin, ce féminisme, il est venu plutôt trouver qu'il y a une confusion peut-être entre nos pratiques coutumières et ce que l'islam recommande. Donc, les femmes musulmanes doivent être fières de vivre leur islam. Et par la grâce d'Allah au Niger, on a cette chance-là. Alors j'espère que nos sœurs ont compris et ils vont suivre les conseils que vous venez de leur donner. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah, et à la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation et la diffusion. Et merci aussi, chers invités, Madame Nana et Sakinatou. Inch'Allah, Jeunesse Active, à la semaine prochaine à 15h15 sur Bonferré Télévision.